Le président de la République, Paul Kagame, accompagné par l'ancien président américain Bill Clinton, ont participé à Kigali à la cérémonie de lancement officiel du programme de lutte contre la malnutrition. Ce programme est le fruit du partenariat entre le gouvernement rwandais, l'initiative de Bill Clinton baptisée Clinton Health Access Initiative, ainsi que le programme alimentaire mondial. Bill Clinton a fait savoir que le Rwanda a pu réduire le taux de mortalité infanto-maternelle dans une courte période, ce qui donne espoir que ce nouveau programme connaîtra aussi un succès. Il a expliqué que la malnutrition est à l'origine de la mort des enfants avant l'âge de 5 ans. Cette initiative aidera aussi à renforcer les capacités du personnel médical et mettra un accent particulier sur la sensibilisation à l'allaitement maternel de 6 mois, a précisé Bill Clinton. Pour le président rwandais Paul Kagame, ce programme vient à point nommé car la malnutrition est inacceptable au Rwanda et ailleurs dans le monde. Il a rassuré que le Rwanda fera tout son possible pour que la matière première nécessaire pour l'usine de production des aliments des enfants soit disponible en grande quantité et en bonne qualité. Le ministre de l'Agriculture, Dr Agnès Kalibata, a annoncé que l'usine de production des produits alimentaires des enfants sera installée dans la province de l'Est et il a appelé les agriculteurs à beaucoup travailler pour approvisionner ce marché. En effet, la représentante du PAM dans la région d'Afrique centrale et de l'Est, Valérie Guarnieri, a promis que tous les produits qui seront utilisés par cette usine agroalimentaire seront achetés au Rwanda. Signalons en fait de compte que cette initiative vient s'ajouter à d'autres programmes du gouvernement rwandais, tels que celui d'une vache par famille, des jardins potagers et de la distribution du lait aux enfants pendant qu'ils sont à l'école, pour ne citer que cela. L'Organisation de coopération allemande GIZ appuie différents projets de développement au Rwanda depuis plusieurs années. Le Premier ministre, Dr Pierre Damien Habumuremyi et Mme Ulrike Maena sont revenus sur cette coopération qui concerne notamment les projets d'électrification des milieux ruraux au moyen de l'énergie solaire. Le chargé de planification à l'organisation GIZ, Benjamin Atiga, a fait savoir que cette organisation élargit cette campagne en construisant des petites centrales hydroélectriques pour la population habitant tout près des rivières. Ce programme que nous allons lancer va se consacrer à l'électrification des régions différentes. Au départ, nous visons des projets. Le premier concerne l'utilisation de l'énergie solaire dans les milieux ruraux qui ne sont pas connectés au réseau de WhatsApp. Dans la suite, de petites centrales seront érigées pour les populations avoisinant les rivières. Emma Françoise Isumbingabo, secrétaire d'État chargée de l'énergie au ministère des Infrastructures, a rassuré que tout est en place pour que ces projets soient lancés. Outre ces projets relatifs à l'énergie, GIZ compte appuyer le secteur éducatif dans le pays, en particulier l'enseignement technique, où les enseignants bénéficieront également des formations. Ces deux jeunes gens, Mugabonake Jean de Dieu et Ntachuritimana Jean de Dieu, sont détenus à la station de police de Kicukiro pour leur rôle dans l'explosion de 2 grenades qui ont emporté la vie de 3 personnes et 33 autres ont été blessés. Jean de Dieu Ntachuritimana, âgé de 23 ans, connu sous le surnom de Rafiki, est originaire du district de Rusizi. Son co-accusé, Jean de Dieu Mugabonake, 21 ans, est originaire du district de Bugesera. Le porte-parole de la police nationale, l'assistant commissioner of police Théo Badeye, a tenu à faire savoir qu'il s'agit de 2 grenades qui ont été lancées tout près de l'abattoir de Nyabugogo et pourtant le message qui leur a été donné était de les faire exploser dans la gare routière de Nyabugogo. Tel qu'annoncé par ces présumés coupables, ils ont eu peur de les faire exploser à l'endroit qui leur a été recommandé, qui est la gare routière. Ils ont opté pour se cacher derrière les maisons se trouvant aux alentours de l'abattoir de Nyabugogo. Ces grenades ont explosé dans la nuit du 26 juillet dernier. Le porte-parole de la police nationale a déclaré que ces 2 hommes ont été arrêtés après des enquêtes menées après l'explosion de ces grenades.
Pour Théo Svadeye, il s'agit du FDLR qui est l'auteur de ces actes. Depuis que le colonel Bizimana, surnommé Matovu, a donné la mission à ces deux jeunes gens au mois de janvier de venir au Rwanda en tant que civils et qui ont été rapatriés par le HCR, il leur a envoyé des grenades qui ont été transportées par le caporal Emmanuel Mugwenderi. C'était au mois de mars. Il est évident que ce caporal était en mission du FDLR. Ce que nous devons connaître en tant que Rwandais, c'est de découvrir ces actes des malfaiteurs, les dénoncer et unir nos forces pour prévenir de tels actes. Naturellement, un agent de Dieu a été arrêté à Gisenyi lorsqu'il tentait de retourner au Congo, tandis que Mugabonake a été appréhendé lorsqu'il était à Bugesera. Ils sont poursuivis pour plusieurs crimes, dont le terrorisme, la trahison et l'assassinat. Une fois reconnus coupables, ils sont passibles d'un emprisonnement à perpétuité. Naturellement, un agent de Dieu qui vivait en RDC est rentré au Rwanda au cours des derniers mois. Il avoue sa culpabilité, tandis que Jean de Dieu Mugabonake nie son implication dans ces actes. La marque de la gravité de l'acte. Dans ses mains, les pièces à conviction. Cet ancien agent des forces de l'ordre, poursuivi pour délit de braconnage dans une zone protégée, doit désormais répondre de ses actes. Pour sa défense, l'homme ne manque pas d'arguments. Ma plantation est dévastée. Comment on appelle les agents de parc qui sont allés faire le constat, ils ont vu là où j'ai tué l'éléphant. J'ai fait un piège. Je dis bien, j'ai fait un piège. Ce n'était pas pour un plaisir. C'est dans la colère, je plante, les éléphants viennent brouter. Ça fait depuis 2010. Mais alors, les gens, quand nous plantons, nous venons, nous acheminons cette nourriture ici à Libreville pour que nos frères payent la nourriture. Maintenant, vous défendez les éléphants, d'accord. Mais quand est-ce que vous allez défendre les causes de nous, les planteurs? L'argument paraît béton. Mais l'agriculteur reconverti qui veillait jalousement sur ses défenses d'ivoire depuis son acte en juin, avait oublié de se signaler auprès des autorités compétentes. Un acte contraire à la loi. Il a abattu déjà une espèce intégralement protégée dans une zone tampon du parc où les activités anthropiques ne doivent pas nuire à l'intégrité du parc national. Et en dehors de cela, la grande chasse est fermée au Gabon. De surcroît, ce que je souhaite soulever, c'est que c'est un ancien homme de loi. Je ne comprends pas comment quelqu'un qui a battu des éléphants depuis juin, c'est au mois d'août, quand il a été pris la main dans le sac, qui vient dire maintenant qu'il était prêt à aller aller contacter les autorités. Donc vous voyez, 3 mois plus tard, il dit maintenant qu'il avait la volonté d'aller restituer l'ivoire auprès des autorités. Donc ça ne tient pas. À l'image de cet individu, les aires protégées du Gabon pullulent de braconniers. La menace est réelle pour l'espèce animale et les éléphants en particulier, traqués pour leur défense d'ivoire. Mais aujourd'hui, pour la protection de l'environnement, le chef de l'État lui-même s'engage en première ligne. C'est notre patrimoine et il doit être défendu. Et aujourd'hui, la politique qui a été celle menée depuis un certain nombre d'années nous amène à avoir dans la sous-région un nombre important, certainement le plus important d'éléphants. Et cet acquis, malheureusement, va nous amener beaucoup de braconniers. Et voilà la raison pour laquelle nous avons décidé de renforcer les capacités de l'Agence des parcs nationaux en créant une brigade spécialisée pour cela. Il est clair que si nous ne faisions pas attention, nous aurions terminé un jour à ce que nous soyons obligés d'aller à l'étranger dans des zoos pour voir des animaux qui viennent de chez nous. Depuis l'année 2004, 11 000 éléphants ont été abattus dans le parc national de Mikebe. Le Gabon, dernier bastion de l'animal emblématique, devient la cible privilégiée des braconniers. Pourtant, la chasse, la capture, la détention, le transport et la commercialisation des espèces intégralement protégées sont interdits. Selon la loi, les infractions vis-à-vis de ces espèces sont punies de 3 à 6 mois de prison avec des amendes de 100 000 à 1 million de francs CFA. Au grand mot désormais, il faut de grands remèdes. Il en faut bien plus pour dissuader les malfrats
les trafiquants d'ivoire et freiner le massacre des éléphants. C'est le prix à payer pour sauver l'essentiel de ce qui reste encore de la forêt gabonaise. De Libreville et le gouvernement sont les initiateurs de cette opération de salubrité publique. Sur cette plage, des centaines de volontaires s'activent. Tous sont venus rendre à Libreville son image des beaux jours. Nous sommes ici à la plage face au lycée national Léon Bas pour valider le programme que nous avons conçu avec le partenaire principal et l'initiateur qui est Sobraga. Pour aller plus loin dans cette opération dite plage propre, la pose de ces poubelles s'imposait. Ce que vous venez de faire, vous venez de prouver à toutes les personnes qui n'ont pas participé que c'est possible de s'unir pour rendre notre ville propre. C'est possible d'avoir un moment pour que notre environnement soit plus sain. Je ne peux que vous remercier et vous donner rendez-vous pour d'autres types d'événements de ce genre. Opération appréciée à juste titre par les passants, les baigneurs et autres personnes présentes sur les lieux. L'événement d'aujourd'hui a consisté à nettoyer donc les plages qui constituent aujourd'hui un environnement qui permet aussi à l'homme de s'épanouir. Sur nos plages, les vacances s'annoncent ensoleillées et saines. Le Gallo Club de Mindoubé a reçu les colons de 7 à 15 ans et leurs moniteurs pour la prise de contact avant le lancement de la colonie de vacances organisée par la Direction générale des loisirs. Cette organisation répond à un pas de la politique du gouvernement, celle qui consiste à faire un peu de partage. C'est notre façon à nous de repartir un peu les retombées sociétales auprès de ces enfants. Le programme est alléchant. Les activités retenues contribueront à l'épanouissement des jeunes. Et à l'heure de la mondialisation, l'anglais a été choisi parmi les occupations. Le concept que nous développons, c'est qu'aujourd'hui, il faut que nos enfants soient de plus en plus bilingues. Avec le contexte de la mondialisation, il faut être bilingue pour ne pas être l'inculte du troisième millénaire. Aujourd'hui, lorsque vous n'avez qu'une seule langue à maîtriser, vous êtes impotent. Nous sortons des carcans pédagogiques pour entrer dans celui que nous pouvons appeler enseignement ludique, l'apprentissage par le jeu. Au contact de la nature, dans un espace protégé, ensemble pour 26 jours, les enfants ont le même objectif. Je suis venue m'amuser, bien apprendre aussi à nager au foot, au tennis. Et j'aime l'endroit où nous sommes. Pendant une colonie de vacances, moi je vais m'amuser et jouer avec les autres et apprendre l'anglais parce que je connais encore trop l'anglais. Dans cette colonie de vacances, je vais jouer à avoir des amis. Pour les moniteurs et organisateurs, pas de panique. Tout est organisé selon les activités que nous aurons à faire. C'est en fonction de ça que nous avons géré tous les groupes que nous avons à notre disposition. Les premiers contacts ont été faits et puis ça promet. Ils sont en de bonnes mains parce que toute l'équipe qui va s'occuper pendant ce séjour est formée aux techniques d'animation et d'encadrement des enfants. Mickey et la Schtroumpfette ont donné le ton de ce camp de vacances aux multiples activités sportives et diverses. L'Institut national de la jeunesse et des sports recevra les enfants pour le coucher et les repas. Cette cérémonie a connu 3 temps forts. Il s'agit de la présentation de 9 femmes élevées aux hautes fonctions dans la magistrature, dans la police nationale et dans les forces armées congolaises par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. L'élévation de ces femmes traduit l'implication de la RDC dans le processus de la résolution 1325 qui vise à faire participer les femmes au processus de maintien et de promotion de la paix et de la sécurité. À cette occasion, le vice-premier ministre en charge de la défense et ancien combattant, représentant du premier ministre Alexandre Loubata,
Katambo a procédé à la remise de diplômes de mérite à ces heureuses promues. Le deuxième temps fort a été marqué par la mobilisation des acteurs concernés par le désarrêté ministériel portant création, organisation et fonctionnement du comité de pilotage national, provincial et local du plan d'action national de la résolution 1325. Cette résolution demeure une des priorités et ouvre l'accès aux femmes à jouer leur rôle dans la prévention et les règlements de conflits et dans la consolidation de la paix. Et enfin, c'était la restitution de la réunion régionale de femmes sur la paix, la sécurité et le développement dans la région de Grand Lac, tenue en juillet dernier à Bujumbura. La ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, Geneviève Virangosi Kasongo, a remercié tous les acteurs impliqués dans la reconnaissance des droits de la femme, notamment les bureaux genre de la MONUSCO et les agences du système des Nations Unies. Ces 20 enfants, dont l'âge varie entre 1 et 6 ans, récupérés par la PNC Mbujimaï le 28 juillet 2013 au quartier Tchachacha dans la commune de la Kanchi, étaient enfermés dans 2 sites différents de l'ONG Fagedas, dont le propriétaire réside aux États-Unis. Selon le commissaire divisionnaire de la PNC Mbujimaï, Patience Mouchidiav, ces éléments ont mis la main sur Loulou Ajaki, une fille de 16 ans, après qu'elle lui ait enlevé 2 enfants, avec la complicité de Mme Adèle Moadi pour le compte de l'ONG Fagedas. Sur les 12 filles et 8 garçons victimes de ce trafic ignoble, quelques familles ont identifié leurs enfants. L'un enlevé le 6 janvier 2013 et l'autre le 28 juillet de la même année. Je remercie les éléments de la police nationale congolaise de Mbujimaï pour le travail abattu. Seul, je ne pouvais rien. J'ai retrouvé mon enfant avec d'autres enfants. Dans cette affaire de trafic d'enfants, plus de 10 personnes sont déjà interpellées pour raison d'enquête. Déterminé à éradiquer le phénomène de trafic d'enfants, le patron de la PNC Mbujimaï a appelé tous les services de sécurité et la population de Bakwanga à une collaboration étroite. Pour le gouverneur de province, Alphonse Goïka-Sanji, qui a félicité les éléments de la PNC Mbujimaï pour avoir démantelé ce réseau, tous les complices doivent être arrêtés et traduits devant la justice pour répondre de leurs actes. Ils ont réclamé il y a quelques semaines devant le bureau de l'Assemblée provinciale leur prime salariale tronquée de 3 000 francs chacun durant 8 mois et aujourd'hui ils obtiennent gain de cause. Il s'agit des administratifs et professionnels de santé du Kassa occidental qui viennent de recevoir des mains du vice-président de l'Assemblée provinciale Daniel Mbaye Bakatouila un listing actualisé de leurs primes. Cela après plusieurs démarches menées par le bureau de l'Assemblée provinciale conduite par Omer Mijimbu Chakalao, président de l'organe délibérant. Ce dernier, après avoir reçu la question orale de l'honorable Foutou chargé du dossier, a dépêché une mission à Kinshasa pour décanter la situation. C'est au cours d'un point de presse tenu ce vendredi que Daniel Mbaye l'explique. À Kinshasa, Madame le directeur de la direction de la paix a posé la question où se trouve le listing de la santé Kassa occidental. On ne parvenait pas à nous donner les listings. Nous leur avons demandé, mais sur base de quoi vous envoyez l'argent au Kassa occidental? Et les NIP, nous avons demandé d'aller faire un travail manuel pour nous dire si jamais les noms qui étaient sur le listing étaient certains noms qui connaissaient le Kassa occidental. Il a regardé, le matin il est revenu, il nous a dit qu'il nous trouvait 10 personnes dans ce listing-là. Il y a 10 personnes qui étaient au Kassa occidental. Et aussi, il y avait des personnes qui n'avaient pas qualité de toucher, donc d'être sur ces listings-là. Et le président de l'Assemblée est resté. Finalement, il a eu à retirer les listings et il me les a envoyés hier. Voici les listings de la santé. Non seulement que les listings ont été corrigés, mais aussi l'enveloppe salariale a été revue à la hausse, soit à plus de 78 millions de francs congolais contre 32 millions auparavant. L'opération de déguerpissement des mendiants et vendeurs ambulants a effectivement démarré ce 5 août. On a entendu les positions ce matin, ils ont déguerpi tous les vendeurs ambulants, les mendiants. Ceux qui venaient là, effectivement, ils nous ont vus, ils sont partis. Ils ne sont pas installés. Voilà encore des femmes qui passent là. Aux 2 plateaux Vallon et Adjien, par contre, le constat est contraire. Vendeurs ambulants et automobilistes se disputent encore la chaussée après la visite matinale des forces de l'ordre.
Ce jeune vendeur de journaux dit ne pas être concerné par la mesure. Il y a un autre groupe qui est venu, ils avaient porté des tenues noires. Ils disent qu'eux ne sont pas au courant et que le gouvernement leur dit que les vendeurs de journaux ne sont pas concernés. Donc, ils veulent que nous on déguerpisse le Carrefour. Nous on chassé, on n'a même pas pu vendre. Tous nos clients sont partis. Les forces de l'ordre dépêchées sur les lieux pour la circonstance renvoient paître certains récalcitrants quand d'autres sont priés de déguerpir illico les carrefours. La police là venir, elle dit n'a qu'à pousser. S'il n'est pas poussé, là, tu vas venir à la masse pour partir. À cause ça, c'est poussé. La phase répressive de l'opération a été partiellement observée à Cocody. Cependant, le ministère de l'Intérieur et le district d'Abidjan rassurent. Toutes les dispositions sont prises pour que la phase active porte ses fruits. Lundi 15 juillet 2013, une date en laquelle les acteurs de taxi-compteurs avaient fondé beaucoup d'espoir parce qu'elle devrait sonner le démarrage du contrôle des pièces afférentes au transport public. Une mesure censée mettre fin à la concurrence déloyale que livrent les taxis intercommunaux banalisés au premier cité. Après 3 semaines d'observation, c'est un sentiment de dépit qui habite le camp des taxi-compteurs. Nous avons saisi ce matin, de façon collégiale, par courrier évidemment, le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, à qui nous croyons de toutes nos forces qui peut régler ce problème en donnant assez de force à la décision de ses ministres pour que réellement ce problème-là puisse prendre fin. Pointés du doigt, les responsables des taxis banalisés regrettent la situation. Ce n'est pas le coût des pièces qui font que les acteurs ne s'engagent pas dans le circuit ou ne régularisent pas leur situation. Il n'y a pas eu de mesure d'accompagnement du protocole d'accord. Nous attendons simplement le courrier adressé à la SICTA pour faire les visites techniques des véhicules dits banalisés. Face à la rumeur d'un arrêt de travail qui serait envisagé, les syndicats des transporteurs de taxi-compteurs rassurent. Nous sommes des patriotes, nous ne voulons pas faire ralentir le pays. Pour le moment, il n'y a pas de grève. Nous sommes en train de nous consulter. Nous attendons la décision du président de la République. Ce courrier envoyé au plus haut sommet de l'État ramènerait-il l'ordre dans le secteur du transport en Côte d'Ivoire? Les jours qui viennent situeront l'opinion. Le Ramadan, période sainte, période de pardon, également de partage. Dans ce mois béni, occasion choisie par le Club des hommes d'affaires musulmans de Côte d'Ivoire pour convier la communauté musulmane à un dîner de rupture de jeûne collective, créant ainsi un cadre de retrouvailles, mais surtout d'échanges. Nous avons décidé de faire une rupture collective pour que tout le monde puisse se retrouver ensemble en communion et faire en sorte que le Chamsi soit ce nœud gordien dont les musulmans ont besoin pour avancer. Je voudrais simplement dire que cette cérémonie est placée sous le signe de la participation du Chamsi dans le processus de réconciliation, de paix, de développement et de lutte contre la misère et la pauvreté. L'initiative est saluée par les musulmans. C'est d'abord un acte de foi avant tout, mais surtout de solidarité. Je crois que c'est ça qui ressort dans tout ce que le président du Chamsi vient de nous adresser comme message. La paix pour le pays. Les musulmans, donc on continue de prier vraiment pour que cette paix-là puisse gagner le cœur de tous les Ivoiriens. Cela nous donne l'occasion non seulement de nous retrouver comme c'est indiqué, mais surtout aussi de parler de notre religion qui est l'islam. Et au cours des échanges, nous avons pu parler des valeurs que renferme cette religion, des valeurs de cohésion, d'amour, de fraternité. Un dîner collectif pour la rupture du jeûne, désormais une institution pour le Chamsi. Cette réception, également une occasion pour le club de tendre la main à une vingtaine d'élèves excellents, mais démunis. Ils étaient 203 chefs de village à répondre présent à l'appel du ministre de l'Intérieur sur les 250 que compte l'île de Ngazidja. Il s'agissait d'une réunion de prise de contact par laquelle le ministre de l'Intérieur a profité de l'opportunité pour définir les missions de ces structures décentralisées de l'État. Normal que je puisse prendre connaissance d'abord de l'environnement dans lequel je vais travailler, de 1, de 2, connaître les acteurs qui vont travailler avec moi. Donc bien évidemment, j'ai fait le tour du ministère, à savoir les services, les directions qui sont rattachées à mon ministère. Donc aujourd'hui, c'était le tour des chefs de village
bon, le chef de village rentre toujours dans le cadre des services déconcentrés de l'État. Donc, c'est-à-dire que, bon, nous avons, après le ministre, bon, le préfet qui représente l'État dans la région et le chef de village qui représente l'État dans les villages ainsi que les quartiers, suivant l'agglomération dont il s'agit. Monsieur Ahmed Ali, chef du village d'Itanzeni, au nord de l'île de Ngazidja, a été désigné par ses pairs pour faire une déclaration. Chef du village de Ngazidja, nous remercions le ministre de l'Intérieur pour nous avoir accueillis dans son ministère pour faire le point sur la mission et rôle du chef du village. Également, rôle du préfet, rôle de la police nationale, de la gendarmerie, pour le maintenir la paix et la sécurité de l'île. À l'issue de la rencontre, le ministre de l'Intérieur a rassuré les chefs de village de faire des doléances qu'ils ont présentées sa priorité.